Alors si tu veux toi aussi sauter plus haut, tu dois améliorer trois choses. Tu dois augmenter ta production de force, tu dois améliorer la durée et la vitesse à laquelle tu produis cette force et tu dois optimiser ta masse corporelle. Et c'est uniquement grâce à ces trois choses que tu pourras réellement améliorer ta détente verticale. Dans la première partie, on a déjà vu comment tu pouvais améliorer ta production de force avec différents exercices et différentes méthodes d'entraînement en fonction des phases du mouvement. Et dans cette partie 2, on va voir comment tu peux améliorer le deuxième facteur de la détente verticale, qui est la durée de production de force, avec notamment des tendons plus rapides et plus performants. Et si tu tombes sur cette vidéo, moi c'est Louis, je suis préparateur physique à la JL Bourg Basket, et ces 6 dernières années, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de basketteurs à être plus performants sur le terrain et à augmenter leur détente verticale. Et à travers cette série de vidéos, j'ai envie de te donner toutes les clés pour que tu puisses à ton tour être plus performant sur le terrain et augmenter vraiment ta détente verticale. Alors si on revient sur le deuxième facteur de la détente verticale, qui est la durée de production de force, on cherche à savoir si tu es capable de produire rapidement de la force dans le sol et en combien de temps exactement tu produis cette force. Et cette durée renvoie directement à la vitesse de ton mouvement et on verra dans la suite de cette vidéo que les tendons ont un rôle très important ici. Alors si on analyse une nouvelle fois un saut, ici on peut voir la détente de Anthony Edwards. On va se poser la question en combien de temps il arrive à produire cette force totale. Donc sur le saut, il démarre le mouvement, il a une descente sur sa courbe de force, puis une réaugmentation avant de faire le saut et de ne plus avoir de force sur la plateforme de force. Alors du coup, est-ce que lui, il est plutôt rapide ou lent à produire cette force totale? Si on connaît bien le joueur, on peut en douter qu'il va être rapide à produire cette force. C'est donc plutôt positif pour lui, mais pour d'autres joueurs, ça peut être différent. Ils peuvent être beaucoup plus lents à produire cette force totale. Ensuite, dans cette force totale, on a la partie excentrique, donc la descente du mouvement, puis la partie concentrique qui correspond à la propulsion. Donc, est-ce que là aussi, on est rapide sur la phase excentrique? Est-ce qu'on est rapide sur la phase concentrique? On a aussi la partie isométrique où c'est plutôt une phase de transition. Donc, est-ce qu'on est plutôt rapide ou lent sur ces trois phases du mouvement? Et si c'est le cas, sur une phase en particulier, il faudra l'améliorer spécifiquement. Et en plus de cette force totale et de cette force excentrique puis concentrique, on a aussi en combien de temps tu arrives à atteindre ton pic de force sur un saut. Est-ce que tu es lent ou rapide? Et ce pic de force est souvent atteint, pour la plupart des cas, sur la partie concentrique. Donc là aussi, ça donne une indication sur la stratégie du saut et savoir s'il faut améliorer plutôt la phase excentrique ou concentrique. Et donc par rapport à tout ça, plus tu arrives à produire rapidement ta force totale, ton pic de force et ta force excentrique et concentrique, plus ta vitesse sera élevée et donc plus ta détente sera élevée également. Ça veut donc dire que tu dois produire plus rapidement ta force dans le sol et souvent il faut la produire en moins de 250 millisecondes, ce qui correspond au temps de contact que l'on a au sol lors d'un saut à deux jambes ou à une jambe. À une jambe, c'est un peu plus rapide, donc il faudra être encore plus rapide. Et à deux jambes, c'est entre 250 millisecondes et 300 millisecondes. Donc là-dessus, on a un peu plus le temps, mais ça reste très rapide au sol. Et cette vitesse de production de force dans le sol peut être améliorée via deux choses, le RFD et la raideur tendineuse. Donc plus ton RFD, qui correspond au Rate of Force Development, sera élevé, et plus ta raideur tendineuse sera élevée, plus ta vitesse au sol et ta vitesse de production de force sera élevée. Donc il faut bien jouer sur ces deux paramètres-là pour améliorer ta vitesse de production de force dans le sol. Donc maintenant, on va se pencher sur le RFD et juste après, on va voir comment tu peux améliorer ta raideur tendineuse. Alors déjà, le RFD, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la capacité de ton système neuromusculaire à produire rapidement de la force, souvent en moins de 250 millisecondes. Et inversement, juste à côté, on a la force maximale qui est souvent produite après une seconde de contraction. Et pour améliorer ce RFD, on a deux choses sur lesquelles il faut se concentrer, les facteurs nerveux et les facteurs musculaires. Pour les facteurs nerveux, on a tout ce qui est recrutement, synchronisation, excitabilité et coactivation des unités motrices. Et pour la partie musculaire, on a le type de fibre, rapide ou lente, la longueur des fibres, l'aire musculaire et l'angle de pénation. Alors oui, certains paramètres sont génétiques, mais la plupart d'entre eux peuvent être modifiés grâce à l'entraînement. Et pour améliorer spécifiquement les facteurs nerveux et musculaires, il y a différentes méthodes d'entraînement qui existent. On a les exercices explosifs chargés, entre 30 et 40% du 1RM. On a ensuite les exercices explosifs avec des élastiques d'une résistance moyenne. On a aussi les sauts au poids de corps ou les sauts légers et les sauts lestés avec élastique sur la phase excentrique et concentrique. Et l'objectif avec toutes ces méthodes d'entraînement et ces exercices, c'est de mettre un maximum de vitesse sur les différentes phases du mouvement
pour vraiment améliorer ce facteur nerveux et musculaire sur la durée de production de force dans le sol. Et si on fait référence à la vidéo précédente sur la force, on avait vu qu'il y avait 3 types de force, donc la force excentrique, la force isométrique et la force concentrique. Et cela peut aussi s'appliquer sur le RFD, où là aussi on peut se concentrer sur le RFD excentrique, le RFD isométrique et le RFD concentrique. Et par rapport à ça, il faudra mettre une intention de vitesse spécifique à chaque phase du mouvement. Pour la phase excentrique, il faut descendre vite. Pour la phase isométrique, il faut s'arrêter vite ou pousser vite. Et pour la phase concentrique, il faut monter vite sur le mouvement. Maintenant, on va se pencher sur la raideur tendineuse. Et pour savoir comment l'entraîner, il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est. Alors la raideur tendineuse correspond à la force nécessaire pour étirer le tendon sur une distance définie. Et plus la force produite est importante avec peu d'allongement, plus cette raideur tendineuse est élevée. Et inversement, s'il y a un allongement important avec peu de force musculaire, plus la raideur est faible et donc le tendon est compliant. Et il y a deux choses qui impactent directement la raideur tendineuse. Il y a la force musculaire et les propriétés tendineuses. Pour la force musculaire, c'est principalement la force isométrique, car le muscle se contracte en isométrie pour laisser le tendon s'étirer lors d'un mouvement explosif et pliométrique. Et pour les propriétés tendineuses, on a le nombre de fibres de collagène, le diamètre des fibres et la densité des fibres. Donc si on veut augmenter la raideur tendineuse, on doit bien jouer sur ces deux paramètres-là, la force musculaire isométrique et les propriétés tendineuses. Car si le muscle n'est pas fort, c'est lui qui va s'étirer à la place du tendon, et donc le renvoi d'énergie élastique sera moins important. Donc pour prendre un exemple concret, j'ai fait l'expérience avec un tendon et un muscle qui correspondent chacun, le tendon à l'élastique et le muscle au poids. Et là-dessus, on va analyser différents types d'élastiques et différents types de charges, donc différents niveaux de force, différents niveaux de raideur et différentes vitesses du mouvement pour voir comment le tendon se comporte par rapport à ces différents paramètres. Donc pour commencer sur le niveau de force, on a deux élastiques identiques et une charge différente. Donc la raideur tendineuse, la raideur de l'élastique est identique et j'ai mis un poids de 20 kg et à côté un poids de 10 kg et on voit bien que le poids de 20 kg vient étirer de façon plus importante l'élastique. Donc si le tendon est relâché à partir de cette force musculaire qui est plus importante, il renverra directement plus d'énergie élastique car il a un allongement plus important. Contrairement à l'élastique avec 10 kg, qui est beaucoup moins étiré, il renverra donc beaucoup moins d'énergie. Ensuite, on a deux élastiques de résistance différentes. Donc un qui était environ de 10 kg, le jaune, et un de 15 kg, le orange. Et on voit bien que l'élastique plus raide de droite arrive plus rapidement en haut lorsqu'il est étiré à la même vitesse que l'élastique jaune. Donc ce tendon plus raide renverra plus d'énergie élastique que le tendon plus souple et donc plus compliant. Et enfin, pour un même élastique avec une vitesse différente, j'ai fait le test avec donc un élastique de 10 kg à l'étirer à une vitesse différente, donc plus rapidement à droite et plus lentement à gauche. Et on voit bien que quand l'élastique est étiré vite vers le bas, il renvoie directement plus d'énergie dans la poussée que l'élastique qui est tiré beaucoup plus lentement. C'est pour cette raison qu'il faut bien penser à faire des mouvements explosifs et rapides pour arriver à renvoyer beaucoup plus d'énergie élastique sur la propulsion d'un saut. Donc pour résumer sur la raideur tendineuse, on a d'un côté la force musculaire isométrique et d'un côté les propriétés tendineuses. Et pour améliorer la raideur tendineuse, il faut améliorer à la fois la force musculaire isométrique et à la fois les propriétés tendineuses. Et pour améliorer spécifiquement la force musculaire, on a différentes méthodes. On a la force maximale, en soulevant des charges entre 90 et 100% du 1RM. On a la force isométrique overcoming, donc en cherchant à développer un maximum de pics de force. On a aussi la pliométrie intense. Et pour les propriétés tendineuses, on a l'isométrie overcoming, donc des séries un peu plus longues d'environ 20 secondes à 70% de la contraction musculaire maximale. On a aussi l'isométrie overcoming sur des durées beaucoup plus courtes, donc de 3 à 6 secondes, avec 85 à 90% d'intensité de contraction musculaire, et l'excentrique supramaximale avec des charges qui sont supérieures au 1RM, donc souvent vers les 120% du 1RM. Et en plus de ça, on a une autre méthode qui permet d'améliorer à la fois la force musculaire et les propriétés tendineuses, qui est l'excentrique quasi-isométrique, EQI, où il faut retenir lentement une charge pendant 30 secondes
à 1 minute, le plus lentement possible, pour aller jusqu'en bas du mouvement. Donc pour augmenter spécifiquement ta raideur tendineuse, je te conseille d'utiliser 1 à 2 méthodes sur des phases de 6 à 8 semaines, car les adaptations tendineuses sont assez lentes, généralement 8 semaines ou 10 semaines, pour vraiment avoir des évolutions au niveau de la propriété tendineuse. C'est assez long, donc il faut prendre le temps. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier le développement du RFD avec les différentes méthodes d'entraînement qu'on a vues avant. Donc il faut combiner au mieux le développement du RFD et améliorer et augmenter la raideur tendineuse avec un bon équilibre dans tes entraînements. Et si pour ça tu veux un programme d'entraînement qui est structuré et précis et qui a déjà aidé plus de 300 basketteurs en saison et en hors saison à améliorer leur détente, mon programme ProJump est structuré pour ça. Et dans ce programme, je combine différentes méthodes pour améliorer à la fois ton RFD et ta raideur tendineuse, en plus de ta force musculaire et de ta technique de saut, pour vraiment améliorer ta détente verticale du mieux possible. Et si tu veux plus d'informations, je te mets directement le lien du programme en premier lien en description de cette vidéo. Et pour Noël et cette fin d'année, je t'ai mis une offre exclusive sur le programme, donc si j'étais toi, j'en profiterai maintenant. On a donc terminé sur cette partie 2, sur le deuxième facteur déterminant dans la détente verticale, qui était la vitesse et la durée de production de force dans le sol. Et dans la troisième partie, on va voir comment tu peux optimiser ta composition et ta masse corporelle pour sauter encore plus haut. Alors si tu ne veux pas louper cette troisième partie, je te laisse t'abonner et poser toutes tes questions par rapport à ces sujets. Si tu en as, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, à la prochaine vidéo et bon entraînement à toi.